Précédemment, dans le car. Alors c'est Clippy qui parlait de la Bentley Speed 8 et en fait il posait la pierre pour parler d'Audi et faire la quadrilogie, mais en fait vu que Audi font des quattro, bah c'est la quattrologie, tu vois. Donc du coup il a sorti la vidéo sur la R8, mais le problème c'est qu'on s'est fait hack le jour même, donc la vidéo elle a bidé, tout ça parce qu'un fils de pute voulait faire une arnaque crypto avec le nom d'Elon Musk. Super. Puis ensuite on a parlé de la R10 TDI et j'ai genre passé un tiers de la vidéo à parler diesel et à placer le mot antonomase dedans, j'étais trop fier. Et ensuite, rien du tout. Enfin bon, on a arrêté Weekend Review, mais au-delà de ça, rien. Alors si, en vérité, on avait commencé à écrire le script sur la R15 TDI, mais on l'a jamais réellement fini. Sauf que on va pas finir les trucs, ça m'emmerde. Un petit peu comme SBM, mais bon, ça c'est pas grave. Parce que à l'inverse d'SBM, la suite de la quattrologie, elle m'a été réclamée par plus de 2 personnes. Alors comme je suis sympa, je m'exécute. Et maintenant, une rapide petite remise en contexte. Audi débarque comment en 1999. Pas sûr s'il préfère un proto à cockpit fermé ou un proto à cockpit ouvert pour la victoire au général. Parce que, à l'époque, il y a 2 règlements qui peuvent concourir pour la victoire overall, les LMP et les LMGTP. Du coup, plutôt que de, je sais pas moi, faire des tests dans leur coin, ils vont décider d'engager les 2. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Et il se trouve que c'est le concept à cockpit ouvert, la R8R, qui va être préféré. La voiture sera redéveloppée pour devenir la Audi R8 que tout le monde connaît. Non, pas celle-là. Non, on parle de proto, là, s'il te plaît. Et dont on a déjà parlé sur la chaîne en première partie lointaine de cette quattrologie. Le concept R8C, à cockpit fermé, donc, sera lui archivé, puis désarchivé quand Bentley, eux aussi, sous le parapluie Volkswagen, vont s'engager au Mans. Et ça aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne, comme, on va dire, lointain prologue de cette quattrologie. Après des années à dominer avec la R8, Audi va engager la R10 TDI, un proto qui, comme son nom l'indique, était diesel. Alors certes, on est loin du diesel commercial, et apparemment c'est ultra important de le préciser, hein, les commentaires ont bien insisté. Comme si pour les protos conventionnels, fallait que je précise, attention, ça roule pas au samplon 95. Spoiler, ça roule pas au samplon 95. La R10 et son gros V12 TDI vont effectivement être de belles petites révolutions dans le monde de l'endurance. Moins de conso, beaucoup de couples et finalement largement assez de puissance pour gagner. Alors quand Peugeot revient au Mans avec un effort d'usine, la première fois depuis la 905, c'est avec une voiture diesel eux aussi. Une voiture qui faisait pas semblant, hein, souvent comparée à une Formule 1 à roues couvertes et cockpit fermé. Et si effectivement la 908, dès qu'on parlait des 24 heures du Mans, il y a eu des problèmes de tech, de la malchance et plein d'autres trucs que les gens avaient tendance à mettre dans le champ lexical des excuses de pilote, moi j'aurais tendance à vous rappeler que dès sa première course, la 908 elle gagne, mais bon, qui je suis moi, hein. En 2008, on passe vraiment pas loin de battre Audi. À tel point déjà que chez Audi, on le sait, les jours de la R10 sont comptés. Une mise à jour ou une spec 2 de la voiture ne suffira pas, on a besoin d'une nouvelle voiture. Et cette voiture, ce sera la Audi R15. Quand Audi se lance dans le projet en janvier 2008, ils savent d'entrée que la nouvelle voiture se doit d'être aussi rapide que la 908, qui leur tond la laine sur le dos en ligne droite et en qualif. En parallèle d'abandonner le V12 TDI pour un V10, TDI lui aussi mais plus compact et léger, le focus d'Audi va surtout aller dans l'aéro. Pour battre la firme au lion, il va falloir gratter des points d'adhérence, et ça va passer par un changement total de philosophie. Exit le proto conventionnel d'époque, on va suivre Peugeot et basiquement dessiner une Formule 1 à roues couvertes. Mieux que ça, on va innover en faisant passer l'air. Oui, sous la voiture pour énergiser le sol. Oui, sur la voiture, on a des ailerons conventionnels. Mais aussi, et c'est la surprise du chef, dans la voiture. L'intérêt de faire passer de l'air dans la voiture ou au travers, ou dites comme vous voulez, c'est que ce grip généré, il est propre. Il vient pas avec autant de pénalités de traînée que l'aéro conventionnel. Et donc, ça fait pas trop mal à la vitesse de pointe et encore moins à la conso. Les pontons ont donc été travaillés en conséquence et sont vachement plus complexes que sur un proto classique. Les radiateurs ont notamment été bougés en avant pour permettre au flux d'air de s'engouffrer dans un canal et de passer au travers de la voiture. Le nez avant ultra gelard, laisser l'air s'engouffrer dans 2 écopes afin d'améliorer le flux d'air sur et dans la voiture. Et ça, en plus du traditionnel splitter avant, bien évidemment. D'ailleurs, ce travail de l'air au travers du nez, c'est quelque chose d'assez innovant qui a forcé Audi à avoir 2 structures d'impact de chaque côté plutôt qu'une seule au centre. L'aileron arrière, bien que plus petit à cause du règlement, était plus efficient que l'ancien, puisqu'Audi avait décidé de changer le montage du dit aileron. Ce type de montage, suspendu ou swan neck, permettait de réduire les turbulences sous l'aileron, et c'est quelque chose qu'on va ensuite retrouver partout en compétition, d'ailleurs aujourd'hui encore. La voiture a été rallongée pour augmenter
augmenter la stabilité, permettant une meilleure répartition des masses et amoindrir l'usure des pneus arrière. La voiture a été en grande partie développée sur des datas provenant du DTM et, énorme première pour le programme Endurance Audi, la voiture a été entièrement développée par ordinateur et non dessinée à la main. Et ça, c'est une grande première qui va occasionner pas mal d'emmerdes. C'est comme si vous étiez habitué à faire votre compta à la main et que du jour au lendemain, vous passiez à Excel. Effectivement, sur le long terme, Excel, c'est beaucoup mieux, mais le fait de passer de la compta à la main à la compta sous Excel, le temps qu'il va vous falloir pour être aussi fluent sous Excel qu'à la main, eh ben ça va occasionner des désagréments. Et c'est une des raisons pour lesquelles Adrian Newey a toujours refusé de passer au design informatique. La voiture, après une petite période de déverminage, sera engagée pour les 12 heures de Sebring 2009, où son fight avec la Peugeot 908 est très attendu du grand public. Et je sais que ta prochaine question c'est « Mais du coup, c'est quand la vidéo sur la 908 ?» Et à ça, je réponds « La 908 présente cette saison a d'ailleurs été updatée, et cette version, Peugeot l'espère, elle ira chercher une victoire à la plus belle course du monde. Mais on n'est pas encore aux 24 heures du Mans. Et en qualif, à Sebring, la surprise, c'est que les Peugeot ne sont pas tant au beau fixe que ça. Elles qui pourtant font d'habitude dans la perf pure, là où Audi faisait dans la conso la fiabilité, la surprise est générale, les R15 et les 908 ont l'air de se valoir, les Peugeot 5 et 3, les Audi 2 et 4, laissant une Acura surprenamment s'emparer de la pole. Ce sera de courte durée, hein. McNish au volant de la Audi du team Yost, celle-là même PD au départ, prend la tête avant même le premier virage. Et a priori, ça paraît bien engagé pour Audi, surtout que la Peugeot numéro 8 part de la voie des stands. McNish devant roule fort, très fort pour creuser un écart d'entrée de jeu, cette fois-ci c'est clair, les R15 sont rapides, elles sont pas là pour faire de la figuration. Et une vraie bataille va en découler. Pas forcément dans les stands, comme c'est si souvent le cas en endurance, hein, que ce soit au plus haut ou au plus bas niveau de la discipline. Il est vrai que les distances de course forcent souvent les pilotes dans des rôles de gestionnaire de patrimoine, leur patrimoine étant mesuré en gomme et en quantité d'essence, par opposition à la F1, où on est toute boule dehors, à consommer comme des fils de pute et niquer les pneus. Notez que ce que je viens de dire n'est valable que pour la Formule 1 avant Pirelli, cordialement. Mais justement, Audi tombe peut-être dans un piège, parce que là, il consomme. Il roule fort, et tous les efforts de conception pour garder les gommes arrière moins affectées par l'usure, eh ben c'est pour rien. En ce début de course, Audi n'arrive pas à faire de stint ou relais, si vous préférez, sur le même train de pneus. Oui, en course, quand Audi et Peugeot sont proches, ça se bastonne, c'est incroyable. Mais la surprise est générale pour tout le monde, Audi pourrait peut-être perdre à la consommation d'essence, où ils ont toujours un léger avantage de ce qu'on voit, mais à la conso des gommes. En plus, c'est un petit peu la double peine pour Audi, parce que le règlement ne te laisse pas refuel, remettre de l'essence dans la voiture, en même temps que tu changes tes pneus. La perte de temps, elle est assez énorme. Mais avec les températures qui baissent, les Audi vont réussir à minimiser les dégâts sur les pneumatiques et finir par double stint quelques trains de pneus. Appelez ça la providence, le karma ou simplement le fait qu'en France, on n'est pas droit au bonheur. Au moment où Audi commence à mieux gérer ses gommes, la numéro 8, celle-là même qui menait, va crever un pneu. Si Audi s'imposera, c'est pas que grâce à cette crevaison de la Peugeot, parce que la numéro 8 va rester dans son sillage et ça va bastonner sec. Et au terme de cette baston, ce qui permet à Audi de gagner, c'est un dernier pit-stop, un pit-stop qui sera marginalement plus court que celui de Peugeot. La fin de la course à Sebring, c'est dans la torpeur de la nuit, avec donc des températures encore plus basses, qui est donc très bon pour les pneus. Audi a donc plus double stint un certain nombre de sets. Mais c'est aussi bon pour leur conso d'essence, étant donné qu'un air plus frais est généralement plus dense et que ça c'est bon pour la combustion. Donc au final, ça fait très peur pour Peugeot, mais ça fait très le sourire pour Audi, parce qu'ils ont montré qu'ils avaient une voiture qui était capable, en tout cas à Sebring, de suivre la Peugeot en termes de rythme, et qui au final est aussi capable de gagner à la conso. Et de surcroît, si je dis pas de conneries, la R15 TDI signe un nouveau record de distance. Et à l'époque, Sebring s'était un petit peu traité comme la grande répétition en costume pour Le Mans. Alors Audi, ils vont débarquer serein pour ce qui va être la 77e édition des 24 heures du Mans. Avec un package, un kit aéro si vous préférez, plus optimisé pour Le Mans, fermant des écopes sur le nez, des pontons différents et bien sûr un aileron moins vénère, étant donné que Le Mans c'est quand même beaucoup de lignes droites. Un kit aéro qu'ils n'auront pas l'opportunité d'essayer pleinement, la journée de test du Mans ayant été annulée cette année-là pour des raisons économiques et la séance d'essai de 6 heures avant les qualifs ayant été pluvieuse, ce qui allait pas être représentatif de la course. De toute façon, l'action, la vraie, en amont de la course, elle n'était pas sur la piste. Elle était dans les paddocks. Puisque Peugeot va porter plainte avec la CO, ou plus précisément protester contre le nez de la Audi R15, ou plus spécifiquement un
petit élément de carbone qui permettrait à l'Audi de générer plus de grip et qui, selon Peugeot, serait absolument pas légal. Et c'était pas la première fois que cet élément portait à controverse. Peugeot, Aston Martin et Oreca avaient déjà questionné la légalité du bail et ont été assurés que la CO jetterait un œil avant Le Mans. Sauf que la CO l'a pas fait, bien évidemment, sinon ça reprotesterait pas, en fait. Alors la CO ne donnera pas suite à la réclamation de Peugeot, déclarant que c'est nous qu'on décide et fait pas chier. Alors oui, bien sûr, j'ai pris des libertés artistiques, mais c'est basiquement ça. Peugeot va faire appel, se rappeler que l'appel, du coup, il est long, et que s'ils font appel maintenant, ils n'auront pas le résultat avant la fin du week-end. Donc la course, tu vois, et puis après ils hériteraient peut-être de la victoire sur le tapis vert. Ça la fout mal quelque part. Peugeot laisse donc tomber l'appel, Audi pourra rouler sa caisse, une caisse dans la vitesse éprouvée et qui pourrait tirer un gros avantage de toute la période crépuscule, nuit, aube. Et même si Peugeot claque la pole, chez Audi on perd pas le smile. Mais Le Mans ne te doit rien. Comme je l'ai dit, Peugeot est en pôle et pas qu'un peu. Une armée de Peugeot semble s'imposer de la première à la 5e place. Seule exception, dernier des Mohicans, la Audi numéro 1, seconde, à 7/10. Il est 3h et on est parti pour 24 heures de course. Presque volé au départ par l'Audi, c'est bien la Peugeot de Montagny qui vire en tête au T1. Le ton est donné, les Peugeot roulent fort. Et avant Mulsanne, c'est déjà un doublé Peugeot. Mais chez Audi, alors qu'on temporise et qu'on se voit revenir plus tard dans le haut du panier, alors qu'on essaye de pas surchauffer les gommes à l'arrière... Yes. And one of the Collies Audis goes off in a big way. That's at Indianapolis. Just missed his breaking point completely there, didn't he? Alors oui, le contact est mineur et la voiture repart, mais la perte de temps est considérable. Chez Peugeot, on sourit, oubliant comment les optimistes prennent toujours un coup sur la gueule ou une Pescarolo dans le cul. Crevaison, la Peugeot doit faire un tour entier sur un pneu crevé, un blessé partout, la balle au centre. Audi doit redoubler d'efforts, les Peugeot sont trop vite, et puis après 95 tours, la Peugeot leader est victime d'une panne. La Audi numéro 2, tel un requin attiré par le sang, roule fort, l'air se rafraîchit, l'offensive est lancée, elle va pas durer longtemps. Collins Audi. That is, I think, either the 14 or 15 car, surely. La panique s'installe pour la première fois depuis 99. Quelque chose d'autre qu'une Audi pourrait l'emporter. Alors là, c'est le moment où on devient pédantique. Pour être clair, oui, techniquement en 2003, Bentley stoppe la domination Audi. Mais il y a énormément d'astérix, de guillemets, de parenthèses à mettre autour de ça qu'on dirait une formule, c'est une équation du second degré, le bail. Alors c'est pour plein de raisons, et je vous laisserai aller regarder la vidéo sur la Bentley Speed 8 que j'ai déjà fait sur la chaîne pour répondre à la majorité d'entre elles. Mais étant donné que la Bentley découlait du concept R8C, somme toute effectivement redéveloppé, mais découle de là quand même, et étant donné que le moteur présent dans la B-moteur, c'est un moteur Audi, somme toute lui aussi légèrement modifié, j'ai vraiment du mal à considérer que l'ère Audi est terminée à ce moment-là, et je suis pas tout seul. Au milieu de la nuit, la numéro 8, celle-là même qui avait perdu 9 minutes et la tête de la course un peu plus tôt, recolle avec la Audi en seconde position conduite par McNish. Le duel s'engage et va rester un temps à l'avantage Audi. Mais une chose est sûre, pour ces deux-là, la nuit va être longue. Après 12 heures de course, la première R15 pointe à plus de 2 minutes de la Peugeot en tête. L'autre Audi la plus proche, 6ème, compte 5 tours de retard. Et ce n'est pas une R15 TDI d'usine, c'est une R10 cliente. La numéro 9 se promène, la numéro 8 passe l'Audi numéro 1, pas dans le rythme, pas d'as dans sa manche avec la conso. L'Audi a même des problèmes de turbo. Et pour enfoncer le clou, la numéro 3 se sort au même endroit avec des problèmes de direction assistée. La voiture en devient presque inconduisible. Et puis, quelques temps plus tard, c'est au tour de la numéro 1. La cause est entendue. Cette année, c'est pour Peugeot. Cette année, Audi perd. Enfin. Et si, bien entendu, l'histoire de la 908 et de cette victoire au Mans mérite une vidéo, aujourd'hui, on parle de l'Audi. Donc ça sert à rien de me spammer pour la 908, hein, ça finira par arriver. Calmez-vous. Alors, de ces 24 heures du Mans, qu'est-ce qu'on retient? Déjà que les voitures en course étaient quand même jusqu'à 3 secondes plus lentes que les Peugeot, donc les espoirs de tenir le rythme sur un circuit de très haute vitesse comme le Mans ont vite été enterrés. Ensuite, la fiabilité des voitures était problématique. La numéro 3, par exemple, a eu droit à un démontage moteur dans la nuit à cause d'un souci d'injection. Et toutes les voitures ont eu besoin de nettoyage régulier des radiateurs, leur faisant perdre un temps fou au pit stop. Il y a eu des problèmes de turbo, il y a eu des problèmes de boîte, la direction assistée dont j'ai parlé plus tôt. Fort heureusement, les phares à LED, grosse innovation sur la R15 TDI, ça allait. Audi reviendra avec la R15 au Petit Le Mans.
où ils perdront de nouveau, dans des conditions particulières soit. Mais rappelez-vous que si pour nous, les conditions qui entourent une victoire sont tout aussi importantes que la victoire elle-même, aux yeux du grand public, c'est une nouvelle défaite pour la R15. Et une nouvelle victoire pour la 908. Alors ça la fout mal, va falloir redresser la tête. Et pour ça, Audi va enterrer la R15 TDI. Pour la R15 TDI, plus. La nouvelle R15 TDI, donc R15 TDI+, ne sera pas dessinée par informatique. Plutôt pas à 100%, les ingés vont partir du design informatique initial et finir la caisse à l'ancienne, c'est-à-dire à la main. Ils vont changer le nez, les pontons et au passage revenir dans le droit chemin avec leur déflecteur aéro pour éviter d'autres plaintes de Peugeot. La voiture avait aussi un placement des radiateurs plus conventionnel pour éviter les mêmes problèmes qu'au Mans. Et elle va se farcir un lourd programme de déverminage au point où Audi, plutôt que de rouler Sebring cette saison-là, va plutôt aller faire un test de 36 heures. Excusez du peu, hein. C'est quoi 36 heures? Et malgré les nouvelles restrictions moteurs, Audi va se démerder pour retrouver la même puissance que la saison précédente avec les brides supplémentaires. La voiture est en plus de tout ça plus efficiente aérodynamiquement, encore moins de traînée dans les lignes droites, et ça va se voir direct. Remportant les 8 heures du Castellet 2010 avec 5 tours d'avance sur la concu, mais échouant tout de même aux 1000 km de Spa, qui allait leur servir de grande répétition pour le Mans. Quand ils arrivent aux 24 heures du Mans Non, vous savez quoi? On va pas faire ça. Je vais pas vous faire un montage de baisers, vous donner un ton, parce qu'en fait, Audi, ils ont pas ce temps-là. 1, 2 et 3. La voiture la plus proche du trio de tête, c'est une Oreca de la team Oreca Matmut, à 28 tours. 28! Et là, ton instinct, c'est de te dire que, ok, Audi a construit un colosse. Ils ont un titan avec lequel ils vont tout péter. Eh ben non. Ben non, parce que Audi ne gagnera aucune des 3 courses qu'ils tenteront après ces 24 heures du Mans. Que ce soit par accident, malchance, pas le rythme, ou quoi que ce soit qui appartient au champ lexical des excuses de pilote, la voiture ne gagnera plus. Sur 10 courses au total, le programme R15, sous toutes ses formes, donc que ce soit TDI ou TDI+, ne gagnera que 3 courses. Oui, elle a gagné le Mans, et c'est sûrement ce qui compte le plus, de surcroît avec un triplé, mais ça fait pas le figure face à la R8, face à la R10, face à la domination Audi qui a été brutalement stoppée par une voiture, frappée de malchance, et d'aucuns diraient pas au niveau. Mais ce serait très mal connaître Audi que de penser que la firme allemande va en rester là. Pour 2011, il va falloir revenir et développer quelque chose de nouveau, et quelque chose qui roule fort. Pas juste une R15 TDI++ comme à Sebring. Le règlement LMP1 change encore, et Audi, ils ont un chapitre à fermer.